Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud de la série Saint Seiya Santiago, ici pour l'épisode 9. J'ai pas pu voir le titre à l'heure où j'enregistre, donc le titre apparaît pour vous, mais moi je ne l'ai pas. Si vous avez suivi toute cette série de critiques, vous savez que j'en suis arrivé à un point où j'ai totalement enterré cette série. Ça restera le cas jusqu'à maintenant, puisqu'il n'y a pas tant d'évolution de scénario que ça, puis ils sont allés dans une voie tellement mauvaise que c'est pas possible de se relever. Néanmoins, il faut bien être honnête et admettre que cet épisode 9, c'est quand même le jour et la nuit, avec l'épisode 8 qui a précédé, qui était vraiment la pire gerbure qu'on ait pu voir dans le domaine de Saint Seiya. Et écoutez, cet épisode 9, au moins techniquement, était quand même de très haute volée. Je pense que c'est clairement un des meilleurs épisodes techniquement de cette série, si ce n'est le meilleur. Rappelez-vous, j'avais vraiment beaucoup apprécié l'épisode 2, eh bien il m'a fait à peu près le même effet techniquement. Mais l'enthousiasme en moins, puisque je vous dis, j'ai été échaudé par ce qui a précédé. Mais néanmoins, d'un point de vue strictement technique et au niveau de la mise en scène, eh bien c'est le jour et la nuit, et ça me semble évident que c'est la bonne équipe qui a bossé dessus. Et voilà, il y a encore ça et là des petites scories, des choses un petit peu moins bonnes, mais on va dire qu'à 95% cet épisode est graphiquement superbe. Énormément de plans inspirés arakiens, de l'animation, et écoutez, pour la première fois en plus, un vrai combat pour Shoko, qui est confronté à Rigel d'Orion. Et on voit que là, pour le coup, dans cet épisode, eh bien, on prend le temps d'installer une ambiance, de faire des plans, de montrer la tension entre les adversaires. On nous montre enfin Shoko prendre conscience de son pouvoir, se concentrer, voilà. On nous montre aussi un adversaire peut-être un peu plus typé Saint Seiya, c'est-à-dire moins gros bourrin avec Rigel, où on sent qu'il y a quelque chose à deviner derrière dans son intention. Ça nous rappelle un petit peu des passages un peu plus profonds, peut-être comme l'Arc Asgard, ou des combats comme ça. Bref. Évidemment, je cite de grandes influences, à aucun moment cette série et cet épisode n'en est digne, mais on voit les inspirations, et ce sont d'excellentes inspirations, et on ressent ce souffle, et on arrive à faire le lien avec du bon Saint Seiya. Donc bah écoutez, l'épisode passe très bien, voilà, franchement, je suis honnête, je ne me suis pas ennuyé devant. Il est très bien, et j'ai bien apprécié ce qui concernait Shoko et avec Rigel, j'ai trouvé ça bien. J'ai même plutôt bien aimé ce qui concernait Athéna et Iris. On est revenu à des choses qui avaient été lancées dès l'épisode 2, que j'avais bien apprécié d'ailleurs à l'époque, cette idée que Athéna était responsable par sa présence, parce qu'elle faisait de la discorde, des troubles, et on a à nouveau Iris qui essaye de faire douter Athéna comme ça. Alors j'ai beaucoup aimé, n'exagérons rien, j'ai bien aimé tous ces passages-là. C'est la seule chose que je n'aime pas, et ça c'est une constante quand même qui revient régulièrement depuis le début de cette série, c'est l'hypersexualisation qui est faite de Iris Kyoko, là, qui en l'occurrence se présente nue devant Athéna, et il y en a énormément de plans entre son entrejambe. Ça ne me plaît pas, pour moi ça n'a absolument rien à faire dans Saint Seiya. Je trouve ça d'ailleurs assez douteux que c'est dans le contexte d'une série créée par une femme, où on retrouve ce genre de personnage féminin hyper sexualisé, ce qui a pour moi qui tend à rabaisser, utiliser l'image de la femme vraiment pour sa plastique et pas autre chose. Je trouve ça très paradoxal dans une série où on veut nous mettre en avant des héroïnes, de faire de l'hypersexualisation qu'on n'avait à aucun moment dans la série d'origine, qui était aussi une des raisons, une petite cerise sur le gâteau, mais qui faisait que parmi l'ensemble de la production manga, qui est quelque chose que je déplore souvent, cette hypersexualisation des personnages féminins, eh bien la série Saint Seiya justement était totalement exempte de ça. On voit bien que c'était pas du tout le sujet, et j'aimais d'autant plus pour ça. Et le fait de nous mettre des éléments comme ça d'hypersexualisation, plus pas vraiment réussi, parce que le style graphique Araki arrive à faire des personnages avec des belles formes très jolies, mais c'est des personnages qui sont pour moi assez chastes malgré tout. Donc vouloir les sexualiser, ça fonctionne en plus pas dans l'absolu pour moi, et je n'aime pas du tout cette note d'intention. Or ici on retrouve ça à nouveau, ça ne me plaît pas. Alors je sais pas si c'est comme ça dans le manga, si Kuori appuie cette sexualisation, j'aime pas du tout pour ma part. Je sais que d'ailleurs, ça me permet de faire un aparté, dans le manga Lost Canvas, on avait aussi une sexualisation accrue du personnage de Pandore, notamment dans ses tenues, qui est déjà quelque chose qui ne m'avait pas plu.
Et ouais, je comprends pas pourquoi on veut nous sexualiser les personnages comme ça, surtout dans Saint Seiya où elles ne le sont jamais dans la série d'origine. Et ça, c'est pas le sujet, quoi. Voilà, tout simplement. Ça nous détourne du sujet. Donc ça, j'ai pas aimé. Voilà. Sinon, bon, bah, le combat Saga contre Aeolia continue. Bon, ouais, bon, ça, j'ai pas. Alors j'ai bien aimé la Galaxian Explosion que Aeolia se prend. Assez bourrine, pas mal. On l'a déjà vu bien mieux, hein, cette attaque, mais elle était néanmoins bien mieux que dans le Mekai, par exemple, vous voyez. Voilà. Après, j'aime pas l'idée, alors même si on nous dit que c'est méchant Saga, il a des pouvoirs surboostés, le voir rétamer Aeolia comme ça m'a pas plu. Franchement, je vous le dis clairement. Et pourtant, je suis pas à la base un fan hardcore d'Aeolia. J'aurais même tendance à préférer dans l'absolu Saga à Aeolia. Mais voir Aeolia se faire poutrer comme ça par le méchant Saga, j'aime pas. Et en plus, je trouve ce passage complètement débile et complètement incohérent. Au sens où, voilà, ça veut dire que, plus à la fin, vous avez Milo qui va intervenir, donc on sait qu'ils vont se battre eux aussi contre le méchant Saga. Je trouve ça débile, puisque dans Hades, on avait bien l'impression, on avait bien le sentiment, lorsque Milo et Aeolia tapait sur les renégats, et notamment, surtout sur Saga, puisqu'il était encore le seul à pouvoir rendre les coups, ben, on avait bien le sentiment que c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à Saga, et que c'est pas possible qu'ils aient déjà été confrontés à Saga, même sous une forme evil, ça reste Saga et ses techniques. Et dans Hades, on voyait bien que c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à lui. Donc c'est débile, on a marqué que, oui, non, mais c'est méchant Saga, c'est pas pareil. Mais non, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est ridicule comme prétexte. Encore une fois, c'est un espèce de prétexte détourné, ridicule, mais ça ne tient pas dans la logique. Si cette entrevue a eu lieu, ce combat contre Evil Saga a eu lieu, et bien quand ils sont confrontés à Saga revenu dans le Junichu, eh bien déjà ils devraient se dire bah peut-être que c'est à nouveau méchant Saga, vous voyez, ils devraient avoir ce doute-là, et puis ils devraient l'évoquer quand ils sont confrontés à lui. Bref, c'est incohérent ce passage, ça tient pas debout, et puis je trouve que ça n'apporte rien en plus. C'est les passages où, quand je regarde dans l'épisode, qui m'ont le moins intéressé, parce que bah, y a pas d'enjeu. Je veux dire, on sait très bien qu'Aeolia ne risque rien, hein, d'emblée parce qu'il est présent, donc ça n'a même pas d'intérêt. Je m'en fous complètement de voir Aeolia se battre contre Evil Saga, surtout comme ça, surtout pour se faire poutrer. Ça n'apporte rien, voilà, c'est du niveau d'une fanfiction débile de base. Ça me rappelle en fait les sujets sur les forums qu'on voyait régulièrement il y a une quinzaine d'années, qui ça se trouve qu'ont encore lieu aujourd'hui, hein, mais quel est le god le plus fort entre un tel et un tel? Bon bah là, voilà, vous vous avez mis méchant Saga contre Aeolia. Aucun intérêt, vraiment aucun intérêt pour moi, c'est vraiment de la merde, ça je peux jeter, ça n'a strictement aucun intérêt. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai bien aimé le fait quand même qu'on nous montre Aldebaran en train de protéger le sanctuaire de l'attaque des fantômes d'Iris, voilà, c'est toujours sympathique pour le coup de mettre Aldebaran un petit coup à l'honneur, et j'ai bien aimé, on voit Shaka, et il protège les tombes des chevaliers d'or défunts, d'ailleurs dans une mise en scène avec un décor qui rappelle énormément celui de la mise en scène d'Abel quand les chevaliers d'or sont ressuscités, ça m'y a beaucoup fait penser, donc j'ai apprécié la petite référence. Bon voilà, ça n'a pas grand intérêt, mais j'ai trouvé ça sympathique pour le coup. On a effectivement l'apparition enfin de Elda, la dernière des Santia, qui n'était toujours pas apparue. Donc je sais, pour avoir beaucoup écouté de reviews, de comparatives de l'Ami Orpheus Collection, qu'en fait Elda aurait dû apparaître bien plus tôt, puisqu'elle avait dû se battre contre Deathmask quand celui-ci a détruit l'Académie des Santia. Donc on ne l'a pas vu, hein, ça a été totalement sabré, donc du coup le personnage arrive comme ça sur sa moto, de nulle part. Bon, moi j'essaie de voir ça sans savoir qu'elle aurait dû apparaître, je me dis bon bah elle arrive là, mais du coup elle n'est pas introduite, et on arrive quand même à l'avant-dernier épisode de cette série. Alors c'est la première saison, mais est-ce qu'il y aura une autre saison? Je sais pas. Et il y a aussi également, comment s'appelle-t-elle, Katia, qui revient. Alors, je suis pas censé le savoir, puisque j'ai pas lu le manga, hein, donc pour moi elle était morte. Hein. Enfin, elle était pas morte, mais en tout cas elle avait été mise de côté par Mayura, là elle réapparaît. Et elle vient au secours de Mi, bon voilà. Ça donne lieu à des très beaux plans d'ailleurs entre les deux, notamment un gros plan sur Mi, ça rattrape, je vous dis techniquement, ça rattrape vraiment la grosse dope qu'était l'épisode précédent, ça fait du bien de retrouver Mu avec un visage normal, hein. Je vous le dis. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, c'était sympa, voilà, on était dans le niveau bon de la série, dans ce qu'elle avait proposé, voilà, maintenant c'est arrivé après
après des trucs calamiteux, les 3 derniers épisodes étaient calamiteux pour des raisons diverses, hein, je vous l'avais expliqué. Donc forcément, le cœur n'y est plus, je n'y crois plus à cette série. Mais au moins cet épisode-là se suivait de manière plutôt agréable, et techniquement faisait le travail, était correct. Il y a quand même énormément de beaux plans à se mettre sous la dent, donc au moins il y aura ça. Le prochain épisode est... Alors, rien n'est annoncé, mais moi il me semble qu'il n'y a que 10 épisodes. Après il y a eu des rumeurs comme quoi il y en aurait peut-être 12, on va voir. Quelque part j'espère, parce que je sais pas comment ils vont s'arrêter. Je les vois pas, enfin là, tel que c'est parti, ils vont s'arrêter de toute façon sur un cliffhanger, hein, sur un instant de suspense suspendu, et ce qui va être d'autant plus frustrant. On verra. On verra, bon, je suis, hein, je continue, enfin je regarde quoi. Donc un bon épisode dans le carcan de cette série, des choses plutôt sympathiques. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire, c'est tout ce qu'on peut en dire, et puis on verra bien la suite. Hein. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, et je vous dis à la semaine prochaine pour la review du possiblement dernier épisode de la première saison, ou peut-être seule saison, de Saint Seiya Santia Show. À la prochaine, salut les amis!